Qu'est-ce qui vous a mis en antagonisme avec Denis Sassou Nguesso? Mais si je suis allé le soutenir, et lorsque il m'a demandé de le défendre, parce que Oui, je l'ai défendu, hein, parce qu'en 94, lorsque Léo Coco, Yombi et tout ça avaient fait, euh, dirais-je, un club pour aller bombarder chez Sassou à Oyo, à l'époque, il n'avait même pas encore une piste d'aéroport, ou c'est pas quoi, l'aérodrome, ou ne fût-ce qu'un héliport. On avait dit qu'il y avait euh, une base militaire et que ces étangs, c'était des tranchées où les Marocains travaillaient, euh, s'entraînaient pour venir renverser le pouvoir de l'Issouba. C'était un grossier mensonge. Donc moi, je suis allé, j'ai passé quelques jours là-bas. Il y avait Pierre Auba, il y avait Florent Siba qui vivait là-bas, chez lui. Il y avait le dauphin André Mollet, ceux qui étaient là. Moi, il m'a reçu, j'ai fait donc l'inventaire. Et quand je suis revenu à Brazzaville, j'ai publié et j'ai amené les documents justement qui faisaient foi. Parce que lorsqu'on l'accusait sur le plan international, on disait que Sassou avait des mercenaires à Oyo, alors qu'il n'en avait pas. Vous comprenez? Il faut être honnête. On ne peut pas faire des droits de l'homme en étant malhonnête, en racontant des bobards, en trichant. Jamais, je n'ai jamais triché. C'est pour ça que je suis contre tous ceux qui ne disent pas la vérité, quels que soient les moyens. Parce que Sassou, il m'a trahi, moi. Je pensais que, en revenant aux affaires, il allait faire mieux que ce qu'on lui reprochait à la conférence nationale. Il a fait pire, 100 fois plus que ce qu'il a reproché à l'Issouba. et qu'est-ce qu'il a fait que vous estimez que c'était vraiment pire que ce qu'il reprochait à Lissouba? Mais écoutez, toutes les guerres, les exactions, les changements de constitution, hein, tout ce qu'il faut, la répression, le pouvoir est devenu clanique. Regardez, on a militarisé l'armée, la force publique. C'est pratiquement une force publique de son clan. Comment on recrute les gens? Dilapidation des fonds publics, hein, la démagogie. On n'arrive pas à construire le pays. On a tout délabré. Il a tout détruit. Tous les actes de la conférence nationale, il ne les a pas respectés. Le recrutement dans l'armée, le recrutement dans la fonction publique. Regardez quand vous voyez dans le journal officiel ce qu'on publie là, les noms là, hein, ce sont les gars comme disait Maître Nganga, c'est l'embauchidation. Hein. Et les crimes Est-ce que c'est contre normal? l'humanité où on assassine des jeunes en pleine rue, oui, tout ça aussi. Voilà, tout ça, bon, on aurait pu évoquer. Vous savez, c'est une question importante, les droits de l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la haute politique. Oui. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que les, la question des violations des droits de l'homme, lorsqu'on la mène très bien, ça fait tomber un pouvoir. Bonjour, Maître Maurice Massengo-Tiassé. Merci d'être avec nous sur R7. Bonjour, mon cher Perrin. Docteur en droit, spécialiste en droit international des droits de l'homme, ancien deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, promoteur de la radio associative Le Réseau Forum, radio-télévision des droits de l'homme, la voix des sans-voix, auteur de plusieurs ouvrages dont L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous allons plutôt revenir aux notions fondamentales des droits humains ou droits de l'homme selon le terme qui vous semble le plus approprié et comprendre
pourquoi la violation de ces droits au Congo-Brazzaville semble passer inaperçue, sinon institutionnalisée. Alors, dans un premier temps, Maître Maurice Massengo Otiassé, vous allez peut-être nous expliquer la différence entre les termes droits humains et droits de l'homme. Ensuite, vous nous direz lequel de ces termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le plus approprié et pour quelle raison. En fait, il n'y a pas de différence entre le droit de l'homme et les droits humains. Le vocable droits humains, on l'a adopté lors de la première conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en 1993. Donc, il y a eu des anglophones qui parlent de human rights. Et d'ailleurs, au départ, lors de l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans tous les textes, il y avait human rights, ce qui veut dire droit de l'homme, droit de l'homme. Alors, donc, c'est pareil. Et de toute façon, les francophones ont adopté le droit de l'homme. Par exemple, les Canadiens, ils ont adopté le droit de la personne. Donc, ça ne change pas. Qu'on dise droits humains, droits de l'homme, droits de la personne, c'est la même chose. On prend donc les droits Donc, humains. je préfère droits de l'homme parce que tous les instruments internationaux mentionnent droits de l'homme en français. Merci beaucoup, Maître. Alors, à quel moment considère-t-on que ces droits sont l'objet d'une violation et quelles sont donc les conséquences pour ces auteurs? J'aurais bien voulu d'ailleurs qu'on commence par expliquer qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme, parce que c'est ça. Que faut-il savoir sur les droits de l'homme? C'est important. Tout à Parce fait. On que, peut voilà, donc commencer par là, Maître. oui, parce que c'est important de savoir que les droits de l'homme, ce sont les droits qui sont euh, de l'être humain. Là, maintenant, je reprends le mot humain. Tout être humain est titulaire des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'homme sont des normes fondamentales qui sont importantes pour permettre aux gens de vivre en sécurité et dans la dignité partout. Les droits de l'homme nous appartiennent en tant qu'êtres humains. Voilà, le mot humain revient. Et ne sont pas la conséquence de votre nationalité, par exemple, de votre race, ou de votre sexe, ou de votre richesse. Parfois, les gens pensent que seules les personnes qui n'ont rien fait de mal ont des droits de l'homme et que les autres ne les méritent pas. Ce n'est pas le cas. Certains droits peuvent parfois être restreints, mais les droits de l'homme en tant que tels ne peuvent pas être retirés. Si, prends un exemple, si vous avez Oui. commis un crime et que vous vous retrouvez en prison, votre liberté sera limitée, ce qui fait partie de votre punition. Mais vous ne pouvez pas y être battu, affamé ou injurié. Si vous commettez une infraction et que vous blessez quelqu'un, vous pouvez être envoyé en prison et perdre votre liberté en guise de punition. Il n'y a que quelques droits qui ne peuvent et ne doivent jamais être limités. Il s'agit notamment de l'interdiction de la torture, de l'interdiction de l'esclavage. Donc la torture et l'esclavage ne peuvent être justifiés en aucune circonstance. Et si on parlait du droit à la vie, Oui, dans quelle bien sûr. catégorie placez-vous ce droit? Ah, le droit à la vie, c'est dans la première catégorie. Effectivement, il y a trois catégories on appelle ça génération. La première génération des droits de l'homme, ce sont les droits civils et politiques. Ça fait partie des droits civils et politiques. Droit civil d'abord, puisque le droit qui vous permet de vivre, d'exister.
Mais maître, je voudrais revenir sur la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Et c'est ce que moi j'ai cru comprendre, en fait, les droits de l'homme en résumé, hein. En quelques termes, j'ai pu retenir, c'est un peu la protection, la justice, voilà, d'un humain, d'un être humain, pour ne pas tomber dans cette rhétorique du genre droit d'humain, droit de l'homme. Mais vous avez dit qu'on garde droit de l'homme. Et à quel moment, je vous posais donc la question tout à l'heure, à quel moment considère-t-on que ces droits sont violés et quelles conséquences en courent les auteurs? Mais il faut dire d'abord que les droits de l'homme protègent notre vie Oui, et notre corps contre toute atteinte, nous permettant, par exemple, de vivre en tant que personne libre et de mener des activités euh, aussi variées. S'exprimer, par exemple, comme on le fait, apprendre, rencontrer des amis, des personnes partageant les mêmes idées que nous, ou non, circuler, par exemple, librement, le droit d'avoir des passeports. De nombreux Congolais n'ont pas de passeport. Le droit de se soigner également. Nombreux Congolais ne peuvent pas avoir, ne fût-ce que des soins élémentaires. S'éduquer, les droits à l'éducation qui font partie justement de cette génération des droits sociaux, économiques. En tout cas, afin de garantir l'effectivité justement de ces droits, ce sont les États qui ont entrepris euh, de les expliquer d'abord et de les protéger en adoptant les lois nécessaires. Et ces lois, c'est dans la Constitution qu'on met ces textes, c'est-à-dire ces libertés sont là. Au Congo, par exemple, comme dans la majorité des États, les droits de l'homme ne sont pas explicités dans la Constitution en tant que tels. Parce qu'il faut le dire, on énumère certains droits et devoirs et plusieurs documents ayant donc la valeur constitutionnelle, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est et la charte d'ailleurs des droits et des libertés de, de, adoptée à la conférence nationale, et la référence de tous les instruments et régionaux et internationaux ratifiés par le Congo. Parce que vous verrez toujours dans le préambule de la Constitution, on fait référence à tous ces référence aux documents. textes internationaux auxquels le Voilà, pays... voilà, voilà. Mais il existe aussi d'autres lois qui approfondissent justement et expliquent plus en détail ce que chaque droit signifie. Donc, ainsi que ce qui est autorisé, ce qui est interdit, comme je le mentionne toujours, comme je l'ai d'ailleurs mentionné dans mon premier ouvrage qu'on appelle Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, le guide des droits et des devoirs des Africains, euh, publié en Alors, décembre donc, maître, pardon 1988. de vous couper comme ça. Vous étiez en train d'expliquer, en fait, ce que vous avez semblé dire tout à l'heure, que dans la Constitution congolaise, ces droits ne sont pas expliqués. Au-delà de ce que le préambule, bien sûr, la Constitution congolaise reprenne quelques textes internationaux pour lesquels le Congo s'est engagé. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fallu faire concrètement? C'est-à-dire expliquer tous ces droits dans la Constitution, c'est ça? Ou bien prévoir certainement d'autres cadres pour référence, bien sûr. Dès l'instant où on dit, bon, on énumère quelques droits, mais on ne peut pas mettre l'ensemble des droits qui existent, notamment les droits de la deuxième génération, n'y sont pas. Hein, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de conventions. Pourquoi on Oui. a parlé des instruments internationaux? Ce sont ces instruments internationaux que le Congo reconnaît. Ces instruments ont été ratifiés par le Congo, donc ça fait partie du corps de la Constitution. Ce n'est plus la peine de les énumérer. Vous comprenez? Maintenant, il faudrait qu'il y ait des gens pour les faire connaître, les enseigner, donc informer. Le Alors, travail que vous maître, faites, évidemment, excusez-moi de revenir là-dessus. Je vais vous laisser donc continuer tout à l'heure, mais vous avez parlé du droit, des droits de la deuxième génération. oui, C'est quoi concrètement? oui, les droits de la deuxième génération, d'abord de un,
lorsqu'on a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, on s'est appuyé sur les droits de la première génération, les droits civils et politiques. Bon, en partie, on a mis les droits de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits de propriété, la propriété. Mais il fallait approfondir cette question. C'est pour cela qu'il y a eu les deux pactes. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Donc, le pacte international pratiquement des droits sociaux, économiques et culturels fait partie justement de ces droits de la deuxième génération. Et dans cette deuxième génération, aujourd'hui, on parle du droit au développement, le droit à la paix, le droit à la sécurité. Vous comprenez? Donc ça, ce sont le droit à l'environnement aussi, c'est greffé. C'est pour cela qu'il y a des protocoles. Il y a un protocole sur l'environnement, protocole sur les droits, notamment les droits économiques. Bon, sur l'OUA, par exemple, il a un pacte non-agression. Donc ça, c'est la sécurité. Bon, il y a sur la décentralisation. Bon, et Mais sur... maître, pendant qu'on va continuer, excusez-moi de vous interrompre par moment, bah, c'est aussi le jeu de l'interview. Et les téléspectateurs vont nous en excuser parce que généralement on nous reproche cela, on coupe la parole, mais c'est pour avoir beaucoup plus de détails. Maître Maurice Massengo Tchassé, tout à l'heure je vous présentais docteur d'État en droit, spécialiste en droit international des droits de l'homme, ancien deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, promoteur de la radio associative. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. Vous venez de nous rappeler un autre tout à l'heure, mais parmi lesquels je rappelais l'autopsie d'un État totalitaire, crime, d'un génocidaire, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi je rappelle ce livre? C'est juste pour savoir si cette présentation était suffisante pour vous. Oh, mais je pense que c'est suffisant puisque je Non, suis mais je pas... sais que vous participez aussi à certaines institutions. Vous êtes Oui, bien sûr, euh, bien sûr, je pense que ça suffit. Ça suffit largement. Ça suffit largement. C'est peut-être au cours de notre débat que les autres aspects peuvent Non, ben en fait, en apparaître. vous posant cette question, je voulais un peu savoir votre pédigré en termes de, voilà, en tant que spécialiste de droit. Ça nous permettra de bien comprendre, évidemment, ben, pourquoi pas les démarches que vous avez eu déjà à mener, et puis comprendre la suite de notre interview. Oui, bon, vous Vous êtes savez, souvent à d'abord, Genève, maître. Voilà pourquoi je pose cette question. Souvent, vous allez à Genève. Pourquoi, concrètement? mais parce que on va dénoncer les violations des droits de l'homme. Les États, ils ont ratifié des instruments internationaux en matière des droits de l'homme. Ben, ils prêtent serment en disant qu'ils respectent justement ces lois, les lois de la République ou les lois, les textes internationaux, donc les engagements pris à l'international. Mais malheureusement, l'État est le premier garant, l'État qui aurait pu être le premier garant des droits de l'homme, et c'est lui, plutôt, qui ne prend pas des mesures nécessaires à la protection de ses droits. C'est ainsi qu'il y a des mécanismes au niveau des Nations Unies pour dénoncer, pour dire que non, tel État où le Congo n'a pas respecté tel engagement. Et en plus, en dehors de ça, aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, ils ont instauré une procédure qu'on appelle l'EPU, l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, c'est tous les 4 ans, les États sont entendus pour voir comment ils respectent les droits de l'homme dans leur pays. C'est là où parfois ils viennent mentir. Et nous devons être là, nombreux, à
contredire justement les représentants de l'État qui produisent des rapports. Si je savais, d'ailleurs, je vais vous envoyer, après notre émission, le dernier rapport produit par le Congo. Mais c'est cousu de mensonges. Parce que c'est ça l'avantage. Quand les gens disent oui, les Nations Unies ne foutent absolument rien. Non, ils font quelque chose, sinon les États n'allaient pas mentir. Parce que chaque instrument, il y a un mécanisme de protection. Ce mécanisme de protection permet à ce qu'on vérifie si vraiment les droits sont bien respectés. Regardez par exemple la Commission des droits de l'homme du Congo ne peut pas participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme parce que son statut, il n'est qu'au statut B. Il n'est pas au statut A. Il faut être au statut A pour participer au Conseil des droits de l'homme. Parce que quand vous êtes au statut A, ça veut dire que on prouve votre autonomie, votre indépendance. Si vous êtes inféodé au pouvoir, vous allez être la voix de son maître. Ça sera la même chose. Oui, mais maître, il est arrivé les moments où vous avez participé à ces séances où les États viennent présenter évidemment leur rapport. Celui du Congo, par exemple. Avez-vous déjà assisté à Oui. cela? Mais bien sûr, il y a une des vidéos. Qu'est-ce qui s'est dit? C'était quoi concrètement? Bah, la voix du gouvernement congolais et qu'est-ce que vous avez noté, On par n'écoute exemple, pas. qui n'était pas correct? Mais, mais par exemple, la détention abusive de général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre Kombi Salissa et bien d'autres, ils ont assimilé ça comme étant des, des, des prisonniers de Prisonnier droit de droit commun. commun, oui. Voilà. Mais ça, c'est du mensonge. Il faut bien expliquer ce qui s'est passé. Détention des armes et des munitions, on ne sait pas quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est à nous de démontrer que ce n'est pas ça, puisque la personne avait participé, les deux personnes ont participé aux élections présidentielles. À l'issue de cette élection, ils n'ont pas reconnu la victoire du président candidat. Et on les met en prison. On va boutiquer une affaire, on dit, bon, voilà, vous êtes jugé pour détention d'armes et tout. Mais si c'est pour détention sans faire le coup d'État, on ne peut pas faire écoper à quelqu'un. 20 ans de prison. C'est pas normal, c'est anormal, c'est inhumain, c'est un mauvais traitement. Et donc, nous, on se bat d'ailleurs pour ça, en Et d'ailleurs, disant que ce sont même le chef d'accusation, il est politique, hein. Lorsqu'on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est politique, en fait. Donc, on peut comprendre un certain nombre de choses. Mais maître, moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur un, parce que c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. Et voilà pourquoi j'ai rappelé votre ouvrage, L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire. Denis, vous le nommez bien là, Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ces crimes à ces sessions-là? mais on en parle puisque nous sommes là justement pour introduire les éléments que nous avons à notre possession. C'est fait pour ça. Mais vous savez, d'abord, je vais vous dire une chose. Sassou n'a jamais voulu une commission d'enquête au Congo, qu'une commission d'enquête arrive au Congo. Chaque fois. Vous l'avez déjà demandé? Mais bien sûr, on demande toujours. Vous savez, il y a un mécanisme qu'on appelle le rapporteur spécial. Il y a des rapporteurs spéciaux dans certains domaines. Il y a eu la guerre dans le Poul, qui a duré 1 année et demie. On aurait pu justement enquêter sur ce qui s'est passé. Il y Là, a vous des faites chargés. allusion à quelle période? 2016, 2018 ou bien 2000? 2018, je crois, 1998, 2002, tout ça, jamais il y a eu des commissions d'enquête pour vérifier. On étouffe. Mais Sassou, c'est l'empereur qui étouffe. Pourquoi? Il a des moyens. C'est l'argent du pétrole. Si les Congolais sont appauvris, c'est justement parce qu'on arrose partout. On étouffe. Surtout lorsque Kofi Annan était là. C'était un des complices de Sassou.
Ça, il faut le Maître dire. Maurice Massengo, tiens, excusez-moi de Pourquoi vous je arrêter parle à ce niveau-là. Vous faites là une révélation très sensible. Vous parlez de l'ancien secrétaire, quand même, général de l'ONU. Et vous Ah oui, dites oui, oui, qu'il a oui. été corrompu. Non, mais je peux le dire, je peux le dire. Je le dis en connaissance de cause. Je peux même expliquer pourquoi il est corrompu. Hein? Quelques éléments C'est à ce comme... niveau-là, ça nous servirait, bien sûr. Non, mais vous savez, je vous dis une chose. Non, Dans le DSK, nous sommes à la télé, dans le excusez-moi, DSK, maître, parce que il y a certaines informations qui nécessitent au moins quelques bribes, voilà, d'explication. d'abord de un, pourquoi, euh, en fait, le progrès en matière des droits de l'homme ou de démocratie a stagné. Dès l'arrivée de Kofi Annan, tout le mécanisme là, qui était en marche après le sommet de la Baule, parce que nous avons fait des efforts à cette époque-là. Cette époque, d'abord, nous avons été encouragés par deux grands secrétaires généraux des Nations Unies. Il s'agit de Pérez de Cuellar et de Boutros Ghali, qui ont fait progresser les droits de l'homme. C'est pour cela qu'on a eu ce qu'on appelle le Haut Commissariat pour les droits de l'homme. C'est pour ça qu'on a eu justement ce qu'on appelle euh, les institutions nationales des droits de l'homme. C'est sous leur responsabilité, leur présidence, pour ne pas dire leur secrétariat, qu'on a eu ces instruments. Mais quand Kofi Annan arrive, avec la complicité de Jacques Chirac, le tyran Sassou, mais il a eu les mains libres pour étouffer un certain nombre de choses. La preuve en est que aujourd'hui, si on parle de troisième mandat, les gens qui ont freiné l'élan qu'on avait à partir de 2012 pour ne pas modifier les constitutions. Mais la première modification de constitution, c'était le Burundi. Mais qui avait incité cela? C'était Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il va voir Pierre Kourouziza pour qu'il fasse un troisième mandat, modifie. Et dans le cadre d'un instrument qu'on appelle la Charte africaine des droits pour la démocratie et les élections et la gouvernance, qui interdisait la modification des constitutions. C'est ça. Donc en 2015, Sassou était coincé. Il fallait donc qu'il envoie un chien d'abord. Il a payé, il a donné l'argent à Pierre Kourouziza pour qu'il modifie. C'est le premier en Afrique. En sorte, c'était pour Donc il lui a une donné façon de les exemples. trouver, pardon, un précurseur pour que, une fois que Voilà, Kourouziza voilà, aurait voilà, c'est le réussi, lui mot. aussi, il pouvait, voilà, faire. Voilà le mot, voilà le mot. Et lui, il était bloqué. Il était bloqué parce que la constitution du Congo était bien verrouillée par Jean-Martin Mbemba. Maître Mbemba, c'était ceux-là qui ont bien fait la constitution. D'ailleurs, bon, moi-même, en ce moment-là, j'étais aussi au Parlement, même si je ne l'ai pas voté, cette constitution, parce que pour moi, le fait d'avoir enlevé certaines dispositions qu'on avait adoptées à la conférence nationale, je me suis abstenu, notamment le droit de désobéir. Bon, en Oui, fait, qui était il est évidemment inscrit dans le préambule de la Constitution du 15 mars 1992. Alors, moi, je reviens donc mais sur... il y est toujours, hein. Il y est toujours indirectement. Pourquoi? Parce que oui, le préambule reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais comme on reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration universelle de l'homme, il y a cette disposition de la désobéissance qui s'y trouve. c'est-à-dire Donc, le on peuple ne le- congolais peut résister, peut mais bien désobéir au sûr, cas où... mais bien sûr, c'est le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit. Il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les Congolais ne peuvent pas se révolter. Non,
nous avons le droit. Non, mais je C'est pour pose ça cette qu'on question parce que généralement, on nous dit non, c'est pas inscrit dans la Constitution congolaise, non, Constitution en vigueur. c'est inscrit à travers le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est reconnu par notre Constitution. Donc c'est normal. Quand vous prenez ce texte, vous dites que ce qui est dit dans la Déclaration universelle, c'est dans notre Constitution. On n'a plus besoin de l'écrire correctement. Dans ce cas, ce qu'ils auraient pu faire, c'est enlever carrément, dire, bon, on ne reconnaît pas la Déclaration universelle de l'homme. Ce qui aurait pu être un peu compliqué pour eux, parce que depuis toujours, depuis l'indépendance, toutes les constitutions ont reconnu la Déclaration universelle de l'homme, même si c'est un texte déclaratoire qui n'a pas une force exécutoire, mais dès l'instant où c'est déjà dans la Constitution, il a une force exécutoire. Mais c'est vrai que c'est juste une parenthèse, maître, puisque vous rappelez ce droit-là, donc de révolte, d'insurrection, pourquoi pas, une révolte populaire, au cas où, bien entendu. Mais ce que les Congolais vivent depuis des décennies, tout le monde sait que c'est d'abord une république qui a été mise entre quarantaine, hein, depuis 1997. Il y a eu tellement trop de violations et Denis Sassou Nguesso ne respecte jamais la Constitution. Pourtant, l'article 77 de sa Constitution actuelle lui demande de prêter serment, de respecter, de faire respecter la Constitution. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, malgré toutes ces violations, et parfois l'organisation des élections, j'allais dire les mascarades d'élections, là on vient encore d'en vivre une, pourquoi les Congolais n'usent pas de cet outil-là? J'allais dire les politiciens congolais de l'opposition. Vous faites partie aussi de l'opposition. En fait, je ne vous ai pas posé cette question. Si vous êtes à la résistance ou à l'opposition congolaise. D'abord, de un, moi, je fais partie de la société civile. Société civile. Ah, d'accord. Bon, d'abord, parce que je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique. Même lorsque je travaillais avec Moudi Renault, je discutais avec lui, je n'étais pas dans son parti comme tel. Mais les droits de l'homme, c'est la haute politique. Ce sujet-là, lorsqu'on l'aborde aux Nations Unies, on dit sujet de haute portée politique. Donc, je fais de la politique. Ça, je ne peux pas le nier. En étant dans une institution comme le Parlement, en étant dans une institution comme la Commission des droits de l'homme, je deviens un homme d'État. D'ailleurs, le président Sassou, lorsqu'on avait mis en place la Commission des droits de l'homme au Congo, il avait dit à Kumba, Thierry Ngombe, Etienne Mokontumube et Nadia Makuso, je n'étais pas là quand il les avait fait venir, les avait reçus, qu'il faut dire à Tchassé que c'est maintenant un dirigeant, ce n'est plus un militant. Mais moi, quand j'avais entendu ça, quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai salué. C'était le jour où il y avait la présentation des vœux. J'ai tiré la main du président. Bon, en fait, j'ai dit ceci. Le dirigeant et le militant est de retour. Il a dit qu'il ne faut pas me provoquer. Hein? Il savait très bien, parce que moi, je ne peux pas. C'est vrai, dirigeant, parce que vous êtes à la tête d'une institution. C'est une institution qui est dans les structures étatiques. Mais nous avons notre autonomie. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure au début que la Commission des droits de l'homme du Congo ne peut pas siéger au Conseil des droits de l'homme parce qu'il est considéré comme étant une institution qui est inféodée au pouvoir. Il n'y a pas d'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Regardez, la plupart des gars qui sont là, ils sont au PCT. Il ne faut pas être dans un parti politique. Normalement, il faut être autonome. Hein? Même si vous êtes dans le parti politique, on ne doit pas pouvoir dans des instances
de ces partis. C'est Oui, ça mais la maître, difficulté. étant donné que, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes dans la société civile et vous faites la haute politique, et je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer que depuis là, les Congolais, aussi bien de la société civile, dont tu fais partie, n'ont jamais utilisé l'outil de la révolte populaire qui est pourtant garanti par la Constitution congolaise. Mais on a utilisé. La preuve en est que, bon, je ne veux pas dire ce qu'on avait fait. Hein. En retour, vous avez vu les manifestations, surtout le 20 octobre. Oui, oui, j'étais sur place. Vous étiez probablement à Pointe-Noire. Hein. Vous étiez à Pointe-Noire. Mais qui a massacré les jeunes? C'est l'actuel ministre de l'Intérieur, celui qu'on a nommé, un véritable boucher. Oui, Hein. Olé Songo. Et quand je le dis, quand j'en parle sur ma page, tout le monde vient bouder. Les gens pensent qu'on a tout Non, mais oublié. oh, non, mais j'en oublie toujours. D'ailleurs, Olé Songo, comme je le dis dans mon livre, Olé Songo fait partie de ceux qui ont organisé les disparitions au beach. Donc, ce n'est pas rassurant de mettre un criminel comme lui à la tête de l'intérieur, parce que c'est une stratégie pour verrouiller les choses. Bien, Pierre ça, Ba et lui, bon, hein, bon ça c'est un autre débat, on voilà, pourrait c'est un autre discuter. débat. C'était juste une petite parenthèse. On revient sur. Bon, nous sommes presque à la fin de la tranche qu'on s'est fixée, là, malheureusement. Bon, mais les choses sont tellement importantes. Maître, vous parliez tout à l'heure de la rencontre. Comment est-ce que Denis Sassou Nguesso vous a rappelé la nuance entre militants, vous avez dit, et c'est ça, Et responsable dirigeant, et dirigeants. et Et dirigeant. pourquoi il vous rappelait cela? Non, ce n'est pas à moi qu'il a rappelé, parce qu'il ne pouvait pas le dire en face de moi. Il me connaît, comment je suis réactif. Hein. Parce que j'aurais pu lui dire, non, mais pour moi, militant et dirigeant, c'est la même chose. Je suis militant depuis bon, 1976. Je suis dans les questions des droits de l'homme. Commencé par être dans Amnesty International. D'ailleurs, beaucoup me doivent par rapport à l'action que j'ai menée, les actions urgentes. Hein, depuis les assassinats en 77, les crimes, bon, je peux aller en parler. Non, mais parfois c'est important, maître, parce que Oui, généralement, ces actions que vous avez justement, menées, pardon, maître, souvent prêtent à j'en donne confusion. une Et nouvelle. certains utilisent ces actions-là que vous avez menées comme étant une duplicité. Souvent, ça ressort. Il faut toujours en parler parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est toujours bien d'expliquer aux gens, parfois, pour évidemment Oui, évacuer oui, mais après, toutes ces quand je vais confusions. expliquer, les gens vont dire oui, ils se vantent toujours et tout. Mais oui, j'ai mené beaucoup d'actions. J'ai commencé, il n'y a pas un Congolais qui a commencé les activités des droits de l'homme depuis 1976. Moi, je suis à l'origine des rapports annuels d'Amnesty International. J'ai adhéré à Amnesty International. J'ai rencontré un grand artiste qu'on appelle Yves Montand. Je le voyais là. C'est lui qui m'a presque parrainé. Et après, je suis devenu ce qu'on appelle des enquêteurs. C'est-à-dire que, bon, des gens, nous avons mené des enquêtes. Pourtant, j'étais encore étudiant sur l'affaire des enfants, des écoliers de Centrafrique. Ça m'a valu des félicitations parce qu'on a travaillé. Et moi, d'ailleurs, en me trouvant à Bangui, parce que j'avais des relations, il fallait bien remonter pour savoir si c'est vrai, si on a bien massacré les écoliers. C'est ça qui manque. Parce que vous savez, quand les enquêteurs viennent, c'est comme l'affaire du beach. Les gars de la Fédération internationale des droits de l'homme, quand ils sont venus, ils ont eu un terrain qui était propice. Le ministre Mbema était ouvert. Hein. Il a permis à ce que les gars se renseignent correctement, puissent avoir l'information qu'ils voulaient. Parce que vous savez, lorsqu'on mène des enquêtes, pourquoi le Congo refuse des rapporteurs? Parce que les rapporteurs cherchent à utiliser les voix
que l'État n'utilise pas. Donc, ils vont toucher, ils interrogent tout le monde en anonyme. À partir de ce moment, ils recueillent beaucoup, beaucoup d'informations et ils se font une certaine idée. Donc, c'est la loyauté. Moi, je vous donne aussi un autre exemple. Lorsque je me suis rendu pour la première fois à Tripoli, chez Kadhafi, Kadhafi nous a reçus. Et après, il va dire que chez lui, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a même pas de prison. Bon, j'ai demandé à Maître Charles, la délégation que je conduisais, j'ai dit, écoutez, non. Bon, on va quand même faire un tour au palais de justice. On arrive là-bas ce jour-là, il y avait un procès. Il y avait des gens qui étaient dans des cages. Bon, mais ces gars-là, après le procès, on va les amener où? S'il n'y a pas de prison, c'est qu'on va les amener quelque part. Jean-Michel, il dit non, non, vraiment, les gars qui nous ont reçus ne vont pas accepter, il faut qu'on parte. Je dis non, 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 on va rester. Jusqu'au moment où on a resté, on a suivi Le le procès? fourgon. Non, d'abord, le procès, on a suivi le fourgon. Et après, on a rapporté ça chez Kadhafi. Kadhafi était fâché. Et c'est en ce moment-là qu'il va prendre son bulldozer là, pour casser la prison. Je ne sais pas si vous connaissez cette période-là où Kadhafi avait cassé la prison de Tripoli. Donc voilà les actions qu'on peut mener. Et combien de fois je suis dans mon propre pays, je ne peux pas mener de telles activités. Regardez, quand j'étais à la commission des droits de l'homme au Congo, mais moi je visitais les commissariats. Je visitais les commissariats. Quand j'arrivais, je demandais au commissaire de me montrer le cahier. Et quand je voyais que bon, ce gars-là, il est là depuis plus d'une semaine, non, le procureur n'est pas passé, non, non, allez, sortez-le. Mais c'est arrivé aux oreilles de Sassou et au bas, tout ce monde-là. Vous comprenez? Mais je faisais mon travail. Parce que si la garde, je ne sais Oui, pas, mais c'est arrivé aux oreilles d'Oba et de Sassou Nguesso. Est-ce que je vais comprendre par là, c'est ce qui vous a mis... non, 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 ça c'est rien, ça c'est rien, Mais c'est pas pourquoi vous ça. êtes parti de là alors? Ce qui m'a mis en difficulté, il faut le savoir, bon, la radio ne m'a même pas mis en difficulté parce que Madame Sassou aimait beaucoup écouter la radio Forum, surtout à cause de la musique qu'on mettait. Mais ce qui m'a mis en difficulté, c'est surtout, il y a deux affaires. L'affaire Nsourou, hein, on a pris position. Et d'ailleurs, demain ou après-demain, je veux rappeler la position que j'avais prise lors de l'interview que Christophe Boisbouvet m'avait accordée. Hein. C'est là où Oui. j'avais indexé JDO. Et ça n'a pas plu aux gens. J'étais catégorique. Ce n'était pas pour soutenir Sourous, quoi que ce soit. Et l'arrestation abusive d'un avocat, de deux avocats, Maître Hervé Ambroise Malonga et Maître Omessa. Mais comme j'en parlais et à la radio, notamment internationale, RFI, et à Forum, ça, j'ai commencé à avoir des ennuis. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, je pense que le premier empoisonnement, c'était comme ça. Et puis le deuxième ennui, c'est lorsque je soutiens le général Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que j'aurais pu. Parce qu'entre-temps, Sassou m'avait reçu pour savoir si je le soutenais ou pas. Si j'acceptais, quel était mon point de vue d'ailleurs pour le changement de la Constitution. Et comme je suis un puriste, Et que je lui, devais aller trouver que mon lui point de vue. avez-vous dit en fait ce jour-là? Mais vous savez, je l'ai dit dans mon livre, vous savez, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler, jamais. Pardon, pendant qu'on continue, maître, vous pouvez nous rappeler, c'est le livre dont je rappelais le titre là? C'est ça? Il est encore L'autopsie d'un il État est sur le marché? totalitaire, attendez. L'autopsie d'un État Oui, oui, totalitaire, évidemment, oui. crime On va d'un le, génocidaire. on va le rééditer. Voilà, il est là. Ben On voilà. va le rééditer. C'est celui-là. Vous Et voyez donc, vous bien, disiez c'est bien. que toutes les informations sont dans ce livre-là, ce que vous êtes en train de dire. Le livre-là,
c'est le bréviaire des Congolais. S'ils veulent bien comprendre la politique du pays, d'abord, pour ne pas dire les violations des droits de l'homme, hein, depuis la République, c'est là-dedans. Mais surtout, la première partie, la grande partie, c'est lorsque j'évoque ce qui s'est passé en 93, 94, 97, jusqu'en 2002, 2016, 2000, jusqu'en 2017. Avec des éléments Puisque de preuve? bien sûr, avec des photos, des images. Et c'est ça d'ailleurs. Vous savez, lorsque j'ai fait ma vidéo, le tour de Bakongo, Makelele et tout, pour faire l'inventaire après la fin de la guerre. D'ailleurs, les gens me disaient, mais tu es courageux. Il n'y avait pas encore la fin de la guerre puisque les gars se battaient encore vers Ngangalingolo. Moi, je suis rentré à Bakongo, Makelele pour filmer. Comment j'ai eu cette idée? C'est parce que lorsque je me suis rendu pour la première fois chez moi, je ne pouvais pas y arriver. Il y avait encore des coups de feu. Un de mes petits me dira, oui, mais c'est ouvert, je pense qu'il y a des gens qui vont chercher leur bien là-bas. Nous, on était à la partie nord. J'ai demandé à quelqu'un, prends la caméra avec une équipe que j'avais, les éléments de ma sécurité, commencer à filmer. Et c'est de cela, parfois, on dit que voilà, il avait des armes avec des cobras et tout. Mais ce sont des éléments de ma sécurité. On filmait. Et comme moi, je vivais en Pissa, il faut écouter, je vivais en Pissa, non loin de chez les Matsuanis. Ce sont mes parents, je partais les voir. J'arrive, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui découvre les deux corps. C'est dans J'étais cette fatigué parce que... affaire-là qu'on vous accuse Oui, d'avoir... oui, je vous explique, voilà. Je l'ai expliqué correctement. Alors moi, j'étais fatigué puisque, bon, pendant cette période, je ne dormais pas. Une fois même, je suis allé dormir au siège de Radio Liberté, Tanko Mbokuna. Hein? Oui. Donc, j'ai décidé d'aller voir, parce que le gars, plutôt quand il revient, il me dit, oh maître, chez les maçonnistes, là, on a tué les gens, on dirait que c'est récent, puisque, bon, j'arrive, je dis aux gens, non, 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 il faut les enterrer parce que nous avons vu des corps en passant là, par-ci, par-là. Il y a même des chiens qui ont commencé à bouffer les corps. Donc, il est mieux que vous les enterrez, les deux. Il y avait deux. Et ces deux-là, renseignez-vous, ils en ont fait un monument. Un monument là-bas. Ce sont ces deux Deux victimes. partisans, j'allais dire, deux fidèles du machuanisme. Oui, des matsuanistes. Le chef matsuaniste, vous l'interrogez, il vous dira. D'ailleurs, j'avais fait une émission, j'avais recueilli son avis. Il avait dit, oui, ça c'est vos affaires pour vous, les gars de Paris et tout. Moi, je n'ai pas cité l'énergumène qui a inventé cette affaire. Nous, les machuanistes, représentés par le guide spirituel que je suis, Tatemien Kangila, tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tchassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les machuanistes en date du 21 décembre 1998 en Pissa, au quartier général des machuanistes. Tout d'abord, Maître Massengo Tchassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils des machuanistes. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les machuanistes, on dit non. Ça, ce sont des manipulations entre nous, les polistes. Nous-mêmes, les machuanistes, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, aucun kaki, puisqu'il dit ça,
chez nous au Kankaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Balukula Samuel et Mayombo Boniface. Il ne peut pas apporter des preuves. Au départ, il disait que oui, tu as massacré les matsonistes, 3, 6, 12. Mais il faut donner le chiffre. Quand on massacre, on dit aussi le nom. Il n'y a que 2. Et ce sont les 2 que j'ai trouvés en fait. Après, je vais donner maintenant le témoignage. C'est après seulement, il n'y a pas longtemps, j'avais déjà écrit mon livre. C'est lorsque le général Dabira a lu mon livre, il me dit, oh, le maître, mais c'est, il m'appelle, il me dit, mais l'affaire des matsonistes là, c'est le général Adoua. C'est l'équipe du général Adoua qui avait tiré là-bas. Parce que peut-être c'est peut-être pour se protéger et tout. Ils sont allés chercher la maman de Gérard Bitsindou, qui était au cabinet du président de la République. Donc c'était normal. Le général Adoua qui était de la sécurité de Sassou Nguesso, là? Voilà. Donc quand on leur a demandé d'aller prendre la maman de Gérard Bitsindou, qui était la voisine des Matouanistes. Et même quand Gérard Bitsindou, de son vivant, quand il partait voir sa maman, il descendait là-bas chez les Matouanistes, il passait leur donner ce qu'il pouvait et tout. Ce sont nos parents. Pourquoi j'allais les tuer? Ça ne me ressemble pas. Un défenseur des droits de l'homme. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais Et fait donc, tuer vous quelqu'un. êtes allé dans cette mission-là, comme vous l'avez dit, de voir de J'ai vous-même ce donné qui du se temps passait là. sur le terrain. Mais Vous c'est étiez accompagné des équipes armées, vous-même, vous étiez habillé comment? non. Mais moi, j'avais ce qu'on appelle, ce qu'on donne toujours pour se protéger. Gilet pare-balles pour éviter, évidemment, de... Alors, j'avais un gilet pare-balles qui était de couleur bon, camouflée comme la tenue. Mais je n'étais pas en tenue. Ceux qui étaient en tenue, ce sont les gens qui m'accompagnaient et certains étaient en civil. Il y avait quand même des gens qui étaient formés, des capitaines qui m'accompagnaient et des sous-officiers. On était pris à partie d'ailleurs par l'équipe de Oko Camille. On était pris à partie. Parce qu'une fois on arrive à Pifouti, je les vois avec vraiment des bagages. Je ne sais pas Les s'ils avaient bagages, dévalisé. c'est-à-dire le butin de guerre, ce qu'ils ont pillé, c'est ça? Voilà. J'ai interpellé Oko Camille, j'ai dit, écoutez, comme je le connaissais, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il faut permettre à vos frères, quand ils vont rentrer, de retrouver leurs biens. Vous prenez tout ça. Il y avait des gens derrière, tous ces, comment on dit, des enchaînés là, comme on dit. Ils commençaient à dire, oh, on va la battre, on va la battre. On voulait m'abattre. À 2 Vous avez reprises, entendu ça vous-même? oui, j'ai entendu, oh, mais je l'écris dans le livre. Dans le livre, j'écris l'endroit où la première fois on voulait m'abattre, c'est vers le commissariat de Bakongo. Quand on a tué les gens, on a brûlé les gens dans le commissariat. On a brûlé les gens là. Ça, c'est le premier jour là. On avait brûlé les gens. Vous voyez, On par a exemple, dans la brûlé Limba. les gens, on a brûlé les gens. Par qui? Les équipes des Cobras, c'est ça? Ou, Oh, mais, oh, mais ça ne peut qu'être le Mais en fait, Cobra. pendant que vous étiez dans cette mission-là, que vous étiez en train de réaliser cette mission, Denis Sassou Nguesso était informé, il savait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il était informé. L'archevêque de Brazzaville était informé. Parce que moi, quand j'arrivais, et même au PIBA, le ministre de l'Action humanitaire, je partais l'informer. Les gens ne savaient pas ce qui se passait là-bas. Quand on a commencé à brûler les maisons, j'ai apporté des films, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est là où, d'ailleurs, l'archevêque, Monseigneur Barthélemy Batantou, va me demander de sauver les biens de certaines paroisses. Et j'ai aussi des images dans ce sens-là.
Alors, mais puisque Denis Sassou Nguesso était informé de ce qui se passait, quelle était sa réaction? De savoir qu'on était en train de tuer des Congolais, de brûler des Mais maisons, de piller les biens? la réaction, c'est quand justement il donne son message de fin d'année, il va demander aux gens d'arrêter ça et tout. Ils n'ont pas arrêté. Il a fait un message. Et là, j'étais maintenant devenu virulent. Quand je prenais ces choses, je ravissais ces choses, je partais les déposer à la gendarmerie et je les faisais brûler. Tout ce que les gens pillaient. Parce Mais ça veut dire ils avaient... que lorsqu'il donnait ce message, est-ce que vous l'avez cru honnête dans son message, puisque les gens Oh, continuent? je vous dis que Sassou Nguesso, c'est un bonimenteur. C'est un menteur. Donc, il a une façon de se défendre. Hein? Vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'étais devenu un dirigeant. Oui. Pas un militant, mais un dirigeant, il doit épouser ses points de vue. Oui. Mais un militant, non. Il épouse la cause qui est la sienne. Comprenez? Donc moi, je ne pouvais pas manquer à mon devoir de protection. Je devais, en tant que défenseur des droits de l'homme, à l'époque, il n'y avait pas encore cette institution de la Commission des droits de l'homme. Je siégeais au Parlement de transition. J'avais même lancé un appel radio-télévisé pour demander aux éléments de la force publique qui habitaient les quartiers sud de Brazzaville de se joindre à moi pour sécuriser les biens des personnes et même des personnes qui étaient restées. Et d'ailleurs, j'ai une image d'un enfant que j'ai sauvé qui avait été criblé de balles, qui devait avoir 6 ans à ce moment-là. Donc, on est parti là-bas. Si possible, ce non-juin, au point là, tout le monde va attaquer au point. Le corps est là-bas. Le corps est là-bas dans la maison. Ça, c'est vous va attaquer. C'est hier qu'on l'a tué. Oh, hier, là, on va là-bas pour constater ça. On va là-bas aussi. Non, c'est bon, il faut conclure. Partez là. Comme ça. Quoi? Tu vois les pilleurs, voilà comment les pilleurs viennent tirer sur les gens et tout ça. Le petit là peut être ninja. On va prendre. C'est pas normal. Après, on va pas parler comme un yambo. Ça c'est quoi? Ça c'est la lâcheté. Bon, on va le mettre dans le taxi. Vous couvrez déjà? Il n'y a pas de son. On va tirer sur lui. Oh. Il y a des balles ici au dos. On va l'amener à l'hôpital. Finalement, nous, Maître, on le met dans le taxi, là, on va l'amener. Maître, Regarde. c'est la tata qu'on va mettre sur le coin. On va couvrir déjà, on va couvrir. Ça, c'est le il dormait là. On couvrait, on couvrait. C'est l'enfant du papa. Tiens, bon, viens vite sur ton cœur. Faut te mettre dans l'hôpital. Tu es là, tu es déjà. Plus le meurtre. C'est bon. Mon colonel, je ne sais même pas là où je vais le laisser. Non, la barre est là. La barre est là. Ah, d'accord. La barre n'est pas sortie. Ça, c'est pas grave. On met la barre. On met le taxi. On met le taxi. Bah, on va le taxi. Attends, un petit comme ça. Je vais le mettre sur moi. Il y a un cas déjà de chez moi.
Oui, parce qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, on est le 6, 7. Donc là, On est le 7. vous filmez. Aujourd'hui, au moment où on parle, cet enfant, il doit avoir plus de 30 et quelques. Alors, Cet enfant, maître, malheureusement, nous sommes vers la fin de cette émission. On a largement dépassé l'heure, mais c'était important parce que de toute façon, nous y reviendrons. C'est une série d'émissions qu'on a conclues. Et je vais revenir sur un aspect de choses. Denis Oui. Sassou Nguesso vous rappelle que vous n'étiez plus militant, vous étiez devenu, voilà, Un dirigeant. voilà, dirigeant. Et vous nous disiez également que dans vos activités, il est arrivé à un moment où vous dénonciez donc ces exactions, vous dénoncez ces violations de droits de l'homme, ce qui n'a pas plu évidemment à un certain niveau de son appareil sécuritaire, ce qui vous a coûté donc le premier empoisonnement. Je ne sais pas s'il y a eu un deuxième. Et vous rapportiez tout cela dans le livre aussi. C'est ce que vous avez dit. Vous rapportez un certain nombre de crimes dans votre livre. Et je sais qu'à un moment donné, vous avez été attaqué en justice. C'est bien ça? Oui. Votre... Oui, attaqué pour ce livre, justement. Oui. Comment ça s'est terminé? Pour ce livre, ou bien l'attaque de Thierry Mungala Moutsila. Thierry Mungala. Hein? Thierry Mungala Moutsila. Moi, je l'appelle Thierry Mungala Moutsila. Je connais C'est son sa nom aussi, filiation. ou bien c'est vous qui lui attribuez ce nom-là? La mère, c'est Moutsila. Alors, vous voulez que je vous dise d'accord, ok, merci. beaucoup de choses. Je peux dire. Hein? On se Alors, connaît. vous avez donc été poursuivi en justice. Comment ça s'est terminé? Non. Quand Thierry Mungala m'avait poursuivi, c'est en 2012. C'est lorsque j'avais dénoncé sa première malversation au niveau des postes de télécommunications. Il avait détourné des fonds. Les syndicalistes s'étaient opposés, ils avaient dénoncé cela, et comme à l'époque, le forum, la radio, dénonçait toutes ces choses-là, on avait dénoncé, il avait trouvé qu'on le diffamait. Et malheureusement, il n'est pas allé trop loin. Il s'est arrêté en chemin. Une intimidation. Oh, on ne peut pas intimider un gars comme tu as fait, jamais. Jamais, on m'intimide, jamais. C'est pour ça que cette affaire de Matsouanis, ça ne m'a pas touché, absolument pas. C'est comme ce qu'ils ont présenté de moi. Je te rappelle, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont présenté dans une tenue, soi-disant, je faisais l'exhibitionniste et tout ça. J'ai dit aux gens, mais vous ne connaissez pas ma tête, c'est pas moi. Vous allez prendre du porno et puis vous dites que c'est Massingo Tchassi. En fait, un photomontage, oui. Non, on ne peut pas me noyer. Je suis vacciné. Au moment où je vous parle, ça fait 52 ans que je suis dans les droits de l'homme. Je n'ai jamais triché. Si je Et comment s'est terminé, pardon, maître, le procès, puisque vous avez été aussi, je crois, vous a fait un procès pour votre livre dont vous parlez là où il y a les preuves. Oui, on m'a fait un procès pour le livre. C'est malheureusement d'ailleurs, c'est Guy Brice Parfait Koléla qui m'a fait un procès parce que dans le livre, je crois qu'il y a une page et demie où je parle d'eux. C'est-à-dire que lui et Satima Biala, Pascal Tachima Biala. Pascal Tachima Biala, j'ai démontré comment ils ont eu l'argent pour reconnaître que Sassou avait gagné. C'est tout à fait normal. C'est l'élection de 2016. 2016. J'avais également aussi mes antennes. Donc, ils n'étaient pas du tout contents. Biala n'a pas réagi. C'est lui qui a réagi. Donc,
il pensait que c'est une diffamation. Bon, mais Donc, il a vous été écrivez dans votre livre que Sassy Mabiala et Parfait Kolela avaient reçu bon, l'argent voilà, pour bon, reconnaître la voilà. victoire de Sassou Nguesso, alors que de l'autre côté, Ils ont été le soudoyés, général ils ont contestait été soudoyés. Ils étaient soudoyés alors qu'au départ, ils étaient solidaires à, euh, Et là, à souvent, Mokoko et après, ils puis vont vous PNC. demander si vous avez des éléments de preuve, hein. C'est très difficile à démontrer, l'argent que l'on reçoit, c'est Sassou Nguesso. Non, dans pareille circonstance, on n'a pas besoin de démontrer. La démonstration, c'est le fait que pourquoi ils ont accepté la victoire de Sassou. C'est ça la démonstration. Moi, je peux aussi répliquer comme ça. Hein? Merci, maître, en tout cas, Pourquoi? d'avoir été Après, disponible. Oui. on était sur un terrain ou sur une dynamique qui était qu'il devait refuser l'élection de Sassou. C'était ça, on devait résister. Il y avait une stratégie qui était menée par l'opposition à l'époque. Nous les avons soutenus pour ça. La preuve en est que, bon, malheureusement, paix à son âme, dit plus parfait que là, quelques jours avant sa mort, il a été débouté. Dieu soit loué. Pour moi, le Seigneur n'a pas voulu m'impliquer dans un procès avec un mort. Donc, avant sa mort, il savait bien que le procès, il avait perdu. Vous l'avez perdu. Merci, Hein? maître Maurice Massengo. Les Merci. On arguments va sont là. terminer par la dernière question. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, vous disiez. Non, 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 mais posez votre Voilà. question. Et donc, on est à la fin de cette émission. On est arrivé presque à 1 heure de l'émission, alors qu'on avait prévu 30 minutes. Mais c'était très important, maître Maurice Massengo Tchassé. Je vais terminer par cette question. Puisque vous avez mené une bataille farouche, il faut le dire comme ça, hein, pour défendre les droits humains au Congo-Brazzaville. Vous avez rencontré par, je ne sais pas, certainement à plusieurs occasions Denis Sassou Nguesso. Et de là, après, il y a eu cette adversité entre vous et Denis Sassou Nguesso que les gens n'ont jamais compris. Que s'est-il passé concrètement? Et on va terminer par là. Qu'est-ce qui vous a mis en antagonisme avec Denis Sassou Nguesso? Mais en fait, c'est lui qui m'a roulé. Si je l'ai Roulé soutenu, carrément. C'est-à-dire, mais écoutez, à la conférence nationale, bientôt je vais sortir ma déclaration à la conférence nationale. J'avais demandé à la conférence nationale que tous ceux qui étaient mis en cause dans les crimes de sang, des crimes économiques, ne devaient plus diriger. Il fallait laisser cette jeune génération euh, prendre le initier, relais, voilà, c'est normal, oui. initier la démocratie. Mhm. Donc il fallait le mettre 5 ans de côté. Mais les gens m'ont traité de sectariste, c'est la division et tout ça, comme beaucoup de les noms fusaient de partout. Parce que j'avais vu clair, j'avais dit, il fallait les mesures de sauvegarde. Pour moi, les mesures de sauvegarde, tous ceux qui étaient impliqués dans des crimes de sang, pendant 5 ans, il fallait les mettre à l'écart. Donc, il fallait une nouvelle classe politique. Malheureusement, comme les gens tenaient à tout prix à ce que les Souba viennent aux affaires, ils n'ont pas favorisé. Même les jeunes ont été appelés par Monseigneur Nkombo pour leur dire non, laissez, parce que les jeunes aussi étaient favorables à mon point de vue. Il ne fallait pas que ces vieux-là reviennent aux affaires. Si ça ne dépendait que de moi, et également surtout de Moudji Leno, il fallait bien que le Parti congolais du travail soit dissous. Soit dissous, carrément, oui. Donc c'était ça, parce que tellement qu'il y avait des crimes de sang et des crimes économiques, c'était grave de remettre ces gars-là en selle. Comme il avait repris ma phrase lorsque j'avais publié dans le journal Le Forum La Voix des Sans-Voix, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Finalement, Bon, ça vient de vous, cette phrase, c'est ça? ça vient des écrits. Il faut désobéir. C'est ça la désobéissance. Il y a un article qui est là parce que les gens m'en veulent. Pourquoi? Parce que j'avais dit que l'Issouba était un danger pour la démocratie.
Pour moi, c'était vrai. Si on me demande de le redire, je le dis, je le reprécise. Parce que tu ne peux pas aller diriger une république après la transition sans avoir dit la vérité sur les premiers assassinats que tu as ordonnés en tant que Premier ministre. La preuve en est qu'il y a même un de ses collaborateurs, l'ancien ministre, le nom m'échappe, qui après, il avait fui. Pourquoi? Parce que il a dit, il ne faut pas qu'on revienne sur ce qu'on a fait en 65. C'est pas, rappelez-moi le ministre. Vous voulez parler des ministres de Pascal Lissouba, c'est ça? Il y avait celui qu'il avait nommé Premier ministre après qui est parti. Qui Bon, est Premier ministre d'origine. Lissouba, on a eu Bernard Kolela, Joachim Yombi Pango, nous avons eu Charles Ganao, c'est de lui que vous parlez. Il y a eu également Celui qui qui d'autre? est d'origine cabinaise, d'Acosta. Bon, D'Acosta, voilà. ah, Antoine d'Acosta, oui. Oui, Acosta, voilà. il est reparti. Antoine Il d'Acosta. a dit, moi. Donc voilà, vous pensez que lorsque on dit ça, on est contre, oh, voilà, tu as injurié le président. Mais non, il n'a pas fait un monde honorable. C'est ça l'erreur. Si on avait éloigné Sassou, moi, je n'allais pas aussi l'épauler comme les autres, puisque tout le monde l'a accepté. Je n'allais pas m'éloigner. En plus, ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, c'est lui qui m'a cherché. Qui vous a Le cherché? défenseur des Denis droits de Sassou l'homme. Nguesso? Oui, bien sûr, c'est lui qui m'a cherché. Mais vous savez bien que Justement. c'est un criminel, vous en parlez même. Pourquoi est-ce que vous avez accepté Non, de mais travailler encore écoute, avec lui? non. Alors, si j'ai accepté, c'est parce que déjà, on avait commencé, on avait bombardé Djaba Congo. On avait bombardé Bakongo. Ce qui se passait, on menait une politique discriminatoire. On était dans un état upadésien. Ça, il faut le savoir. Parce que si on n'est pas venu en force, au lieu d'appliquer les actes de la conférence nationale, au lieu, même ne fût-ce que la municipalisation, créer des communes de plein exercice et tout, il n'a pas fait. C'est Mbéry qui était à l'époque, justement, ministre de l'Intérieur. Ils ont boycotté les actes de la conférence nationale. Donc, ils sont à l'origine des malheurs du Congo. Il vous a Avant, appelé, il c'était... vous a dit quoi concrètement lorsqu'il vous appelle? Non, mais je l'ai écrit même dans le livre. Ce livre-là, même si demain je ferme les yeux, ils vont se dire, ah oui, il avait dit beaucoup de choses. Il y a des Et voilà références. pourquoi je C'est pas disais, comme des gens qui parlent. les Pas Congolais ont comme des gens qui intérêt, parlent. tout bon Congolais, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Tout bon Congolais a intérêt de lire ce livre. Je rappelle donc le titre, L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, Denis Sassou Nguesso. Et donc, moi, je vous posais la question pour terminer, évidemment, maître, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce Ah, qui voilà. vous a mis en antagonisme, vous deux? Mais c'est le fait de ne pas appliquer les droits de l'homme. De ne pas appliquer. Parce que c'est ça le problème. Si je suis allé le soutenir, et lorsque il m'a demandé de le défendre, parce que Oui. je l'ai défendu, hein, parce qu'en 94, lorsque Léo Coco, Yombi et tout ça avaient fait, euh, dirais-je, un club pour aller bombarder chez Sassou à Oyo, à l'époque, il n'avait même pas encore une piste d'aéroport, ou je ne sais pas quoi, l'aérodrome, ou ne fût-ce qu'un héliport. On avait dit qu'il y avait euh, une base militaire et que ces étangs, c'était des tranchées où les Marocains travaillaient, s'entraînaient pour venir renverser le pouvoir de l'Issouba. C'était un grossier mensonge. Donc moi, je suis allé, j'ai passé quelques jours là-bas. Il y avait Pierre Auba, il y avait Florent Siba qui vivait là-bas, chez lui. Il y avait le dauphin André Mollet, ceux qui étaient là. Moi, il m'a reçu, j'ai fait donc l'inventaire. Et quand je suis revenu à Brazzaville, j'ai publié et j'ai amené les documents justement
qui faisait foi. Parce que lorsqu'on l'accusait sur le plan international, on disait que Sassou avait des mercenaires à Oyo, alors qu'il n'en avait pas. Vous comprenez? Il faut être honnête. On ne peut pas faire des droits de l'homme en étant malhonnête, en racontant des bobards, en trichant. Jamais, je n'ai jamais triché. C'est pour ça que je suis contre tous ceux qui ne disent pas la vérité, quels que soient les moyens. Parce que Sassou, il m'a trahi. Moi, je pensais que en revenant aux affaires, il allait faire mieux que ce qu'on lui reprochait à la conférence nationale. Il a fait pire, 100 fois plus que ce qu'il a reproché à Lissouba. Et qu'est-ce qu'il a fait que vous estimez que c'était vraiment pire que ce qu'il reprochait à Lissouba? Mais écoutez, toutes les guerres, les exactions, les changements de constitution, hein, tout ce qu'il faut, la répression, le pouvoir est devenu clanique. Regardez, on a militarisé l'armée, la force publique. C'est pratiquement une force publique de son clan. Comment on recrute les gens? Dilapidation des fonds publics, hein, la démagogie. On n'arrive pas à construire le pays. On a tout délabré. Il a tout détruit. Tous les actes de la conférence nationale, il ne les a pas respectés. Le recrutement dans l'armée, le recrutement dans la fonction publique. Regardez quand vous voyez dans le journal officiel ce qu'on publie là, les noms là, hein, ce sont les gars comme disait Maître Nganga, c'est l'embauchidation. Hein. Et les crimes contre l'humanité où on assassine des jeunes en pleine rue, oui, tout ça aussi. Voilà. Tout ça, bon, on aurait pu évoquer. Vous savez, c'est une question importante, les droits de l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la haute politique. Oui. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que la question des violations des droits de l'homme, lorsqu'on la mène très bien, ça fait tomber un pouvoir. Mais on la mène très mal parce qu'il y a trop d'exhibitionnistes, des gens qui veulent paraître avec, soi-disant, des dossiers qu'ils n'arrivent pas à présenter, alors que c'est facile. Vous comprenez? On peut faire une autre émission dans ce sens. On va faire une autre émission très bientôt, maître, et là, nous reviendrons pour comprendre comment faire tomber un régime, voilà, dictatorial par, bien sûr, les droits de l'homme. C'est ce que vous avez voulu nous faire dire. Maître Maurice Massengo Thiassé, ça a été un énorme plaisir pour nous de vous avoir reçu sur R7 aujourd'hui. Et comme on l'a dit, hein, on va revenir parce que finalement, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire et beaucoup à découvrir avec vous. Vous avez dit que vous avez quand même plus de 50 ans. Le droit de l'homme, c'est énorme. Je dis bien, je suis dans les droits de l'homme. Je suis dans les droits de l'homme depuis 1976. Amnesty International. Amnesty International, après, il y a l'association des jeunes juristes africains. Et ensuite, qui est devenue l'association des juristes africains. Et après, nous avons mis en place le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a un statut consultatif à l'ONU. Les questions des droits de l'homme, je les connais bien, je les maîtrise bien. Donc, je pense que ce n'est pas une personne comme moi qui peut commettre ce qu'on m'a attribué, qu'on m'a fabulé, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens... Merci, Maître Maurice Massengo Thiassé. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en droit, spécialiste en droit international des droits de l'homme, ancien deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, promoteur de la radio associative, le réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, la voix des sans-voix. Et vous êtes également écrivain prolifique, vous avez beaucoup écrit. Et donc, notre prochaine tranche portera sur comment faire tomber une dictature par le droit. Et certainement que les téléspectateurs vont beaucoup attendre. Merci, maître, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce premier numéro avec maître Massengo Thiassé. Rendez-vous très prochainement et la date vous sera communiquée. Merci de nous avoir suivis.
cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez, dites-nous en commentaire vos opinions, cela compte pour nous. Merci.